Bonjour, je vais vous raconter mon parcours de vie. D'abord, je dois vous dire que je suis né à Saint-Joseph-de-Beauce. Je suis le 7e d'une famille de 15 enfants. 8 gars et 7 filles, tous moqueurs. On a vite appris à rire de nous. Chez mes parents, nous avons vécu la crise de 29 à 39 et nous étions pas riches du tout. Mon père était ouvrier ici à Saint-Joseph. Il a travaillé beaucoup pour nous faire vivre. Ma mère, comme vous vous en doutez bien, restait à la maison et elle en avait plein les bras. Elle avait un travail ardu mais très louable. En 1964, j'ai épousé Thérèse Beaulieu. Nous avons eu 3 enfants. Régis qui est décédé, Sarah et Louis. Et j'ai 3 petits-enfants turbulents mais adorables. Au collège, j'ai fréquenté l'école des frères Maris ici à Saint-Joseph-de-Beauce. J'ai étudié jusqu'en 9e année. J'aimais beaucoup l'école et mes matières préférées étaient les mathématiques et l'histoire. J'ai dû quitter l'école à 14 ans pour joindre le marché du travail afin d'aider mes parents. À cette époque-là, les filles pouvaient faire des études, mais les garçons devaient travailler pour venir en aide à la famille. Et leur argent était remis aux parents pour subvenir aux besoins de la maisonnée. À cette époque-là, il y avait quelques programmes scolaires. L'école d'art et métiers pour ceux qui voulaient un travail manuel. 2. Le cours commercial pour ceux que la tenue de livre intéressait. Et le cours scientifique qui conduisait à l'université aussi. Et le cours classique pour ceux qui se destinaient à l'université. Mon premier travail a été chez J.L. Vachon, une usine de portes et fenêtres. J'ai travaillé là pendant environ 2 ans. J'ai aimé travailler le bois. Ensuite, je suis allé travailler chez un de mes oncles qui était propriétaire du nettoyeur lévisien à Lévis. Même si le patron était mon oncle, j'ai dû besogner très fort. Mon premier travail a été videur de poches. Chez le nettoyeur, nous devons toujours vider les poches des vêtements pour éviter qu'un stylo ou un rouge à lèvres endommage les autres vêtements. À cette époque-là, je gagnais 17 pièces par semaine et je travaillais de 7 heures du matin à 21 heures le soir. Un bon matin, à la pause café, j'ai dit à mes copains de travail que je me partais un nettoyeur où j'arrêtais de travailler. C'était tout ou rien. Je suis donc revenu à Saint-Joseph. J'ai parti une cabane de patates frites à l'endroit actuel du lavoto de M. Bérubé. J'ai travaillé alors 6 jours par semaine jusqu'à le soir, 8 heures du soir. Et ce pendant tout un été. Après quoi, j'ai abandonné. J'ai eu la visite, j'ai eu l'honneur de vendre des patates frites puis un hot dog à Hal Patterson, un des joueurs brillants des Alouettes de Montréal. Il s'était adressé en anglais, mais vu que Charles Fortin arrivait de Cleveland, il avait été 2 ans à Cleveland aux États-Unis, il comprenait très bien l'anglais puis il parlait anglais. C'était effectivement bien Hal Patterson parce que le lendemain, on l'avait vu dans les journaux. Il montait voir un de ses amis à Boston. Je suis allé travailler chez d'autres nettoyeurs dans la province et même à Toronto pendant quelques mois. En revenant à Saint-Joseph, j'ai été commis au magasin Guy Poulin où je vendais des habits et des chaussures. C'est là que j'ai mis en branle mon projet d'atelier de nettoyage. À cette époque-là, en 1961, il n'y avait aucun programme connu pour aider au démarrage d'une petite entreprise. Et on ne faisait pas de plan
d'affaires. Il n'y avait pas de plan d'affaires. On disait, bon, moi je connais ça, je pars dans cette ligne-là. Il n'y avait pas de commissaire industriel aussi. Il n'y avait pas d'agent de développement aussi pour la ville. Il fallait donc que je trouve un peu d'argent pour débuter. Il était hors de question que je demande à mes parents d'endosser pour moi. Le directeur du temps d'une certaine institution financière m'a même téléphoné pour me faire savoir de ne pas compter sur lui. J'ai demandé à ma blonde, Thérèse, de me prêter 1500 pièces, sans aucune garantie, et sans savoir quand je pourrais rembourser. Mais chose certaine, je rembourserai. C'est à ce moment-là que la Caisse populaire a accepté de m'épauler et j'ai toujours pu compter sur leur aide. Je devais donc faire l'acquisition de la machinerie et produits nécessaires et les fournisseurs se sont assurés que la Caisse populaire ne prendrait aucun lien sur l'équipement, au cas où il y aurait à reprendre leur équipement. Exemple, Volcano qui m'avait vendu une chaudière à vapeur sans aucun acompte et je remboursais par mensualité. Il y a aussi Raymond Bégin, qui était propriétaire de Bégin Transport à Saint-Joseph, qui m'a offert de transporter gratuitement la machinerie de Montréal. J'ai aussi pu compter sur mes bons amis Christian Gagné et Pierre Clich, qui s'occupaient du travail de bureau et de la comptabilité gratuitement. Merci beaucoup. Il y a M. Guy Poulin qui était mon mentor, m'a fourni beaucoup d'encouragement et prenait même les appels téléphoniques pendant mon absence. Ma première employée fut maman. Malgré ma besogne à la maison, elle répondait au téléphone et prenait mes messages. C'est donc le 6 mars 1961 que j'ai pu débuter mon commerce. J'avais un petit local au sous-sol du Tailleur-le-Sort. C'était une vieille bâtisse située en face de la Caisse populaire. J'ai été pendant quelques mois seulement, car le toit coulait partout et c'était presque infect. Par la suite, j'ai déménagé mes pénates dans la rue La Rochelle et j'ai été locataire pendant 2 ans et demi. Le soir, quand je travaillais, je voyais le terrain de jeu, je voyais tout le monde s'amuser sur le terrain de jeu. C'était quand même agréable. Moi, je travaillais le soir à peu près jusqu'à 9 h du soir, mais les lumières du terrain de jeu étaient allumées, puis je voyais les enfants, les adultes jouer à la balle. En 1963, j'ai acheté la bâtisse de la boulangerie La Chance dans la rue du Moulin, derrière le barbier Guy Lessard. Ça m'a coûté cher pour installer du nouvel équipement, mais au moins, j'étais dans le centre du village et mes amis venaient très souvent me visiter au travail. Il faut mentionner que je travaillais à tous les soirs jusqu'à environ 9 h ou 10 h du soir. En 1964, je me suis marié et ma femme a laissé son travail au palais de justice peu après. C'est sûr, dans ce temps-là, si on se rapporte en 1964, une fille qui se mariait, c'était pas très bien vu si elle continuait à travailler. Ça a bien changé depuis. Pour collaborer aussi avec moi au commerce. En 1964, je me suis marié et ma femme a laissé son travail au palais de justice, tu sais, peu après, pour collaborer au commerce. Tu prendras l'autre plutôt. Bien qu'on travaillait beaucoup, c'était fort agréable, car on participait en même temps à la vie communautaire, ce qui nous emmenait à connaître tous les gens. C'était très valorisant. En 1971, nous devions quitter cet endroit, car les affaires évoluaient beaucoup. Et les femmes étaient de plus en plus sur le marché du travail, ce qui était avantageux pour un commerce tel comme le mien. Il fallait se situer dans un endroit facile d'accès pour les clients.
et avec un stationnement important. Il fallait bien penser à se fixer définitivement car les frais de déplacement et réinstallation de machinerie étaient très onéreux. Nous avons opté pour une nouvelle construction au 10-70 avenue du Palais, où nous sommes installés depuis. Nous avons procédé par la suite à 2 agrandissements. On va parler un petit peu des bons coups de la vie. Premièrement, je dois vous dire que un de mes meilleurs coups, c'est de m'être marié avec Thérèse. J'ai eu le courage de démarrer et monter une entreprise avec le moyen du bord. Mais comme je connaissais bien le nettoyage, j'étais confiant, je pouvais prévoir les embûches, les vagues qui viendraient, on pouvait les prévoir. La pire chose a été de ne pas avoir de fond de roulement au début, ce qui m'a suivi très longtemps. Définitivement, aujourd'hui, un jeune qui part, s'il n'y a pas de fonds de roulement ou des prévisions budgétaires de fait à l'avance, il traîne ça avec lui toute sa vie. Je n'ai pas eu peur de m'adapter aux nouvelles technologies qui s'offraient dans le domaine du nettoyage à sec. J'ai choisi de donner une qualité de travail exceptionnelle, ce qui m'a valu d'être reconnu comme un des meilleurs nettoyeurs au Québec. Je suis toujours impliqué dans la communauté. La Chambre de commerce, le Club Jolieu, l'ACI, projet du foyer Monseigneur Roy, l'Arena, le parc industriel, Échevin, les Réguettes, Marguillier, à part de toutes les autres sphères de bénévolat. Et cette implication a déteint sur les autres membres de l'équipe. Par exemple, Daniel Lessard s'est beaucoup impliqué dans les scouts, les chevaliers de colon, et etc. Mon épouse a œuvré beaucoup pour les filles d'Isabelle, le Sillon et bien d'autres organismes. Pour une petite entreprise, nous avons donné beaucoup pour la société. Quand il y avait une quête importante pour un organisme, je participais. J'étais donc reconnu comme un quêteur professionnel. J'avais acquis la confiance des gens. Il ne faut pas craindre de s'impliquer. Ça nous rapporte énormément au point de vue personnel. Le contact avec les gens que nous côtoyons est très gratifiant. J'ai appris sur le tas à travailler avec des gens compétents, ce qui m'a donné une formation que je n'avais pas pu acquérir à l'école. Comme je suis très fier de ma ville, j'ai doté Saint-Joseph d'un drapeau distinctif, ce qui nous donne un sentiment d'appartenance. Lorsque le fleur d'Élysée flottait sur l'hôtel de ville, certains disaient « Ah, les maudits péquistes ». Lorsque c'était l'unifolié, d'autres se permettaient de dire « Ah, les maudits vendus ». C'est de là qu'est venue l'idée d'un drapeau. J'ai alors consulté mon ami René Perrin de Montréal, qui était président des artisans Coop Vie. C'est un avocat de formation. C'est un gars très nationaliste. Pour me faire guider dans ce projet, je suis fier aujourd'hui de voir le drapeau de Saint-Joseph qui caractérise si bien. Les faits cocasses dans l'entreprise, il y en a eu beaucoup, mais je vais vous raconter quelques faits. Un employé a déjà trouvé 6 900 pièces dans la poche d'un veston d'un client. Et le client en question était sur le gros party. Il était jeune aussi. Nous avons remis l'argent à sa mère. J'ai dit, s'il y a des choses aux employés, j'ai dit, vous m'appellerez, puis je vais régler ça. On a trouvé aussi à peu près tout. Des bijoux, des lettres d'amour d'une maîtresse, des lettres de rupture, des factures, du Viagra, des collets de chemise tachés de rouge à lèvres, avec mention de ne rien révéler à l'épouse. On a aussi trouvé des condoms. À 2 reprises, j'ai dû enlever des taches sur des robes de mariée sur le dos de la mariée.
J'ai eu à servir des clients très en vue. Exemple, Marc Caillé, qui était un ancien prisonnier au Vietnam. Marcel Ferron, qui était une artiste à Paris. André Motte, contrebandier reconnu au Canada. Réal Cahouette du Crédit social. Comme vous pouvez le constater, on côtoyait toutes les classes de la société. J'ai eu aussi la visite du juge en chef de la province, Claude Bisson. Il est venu ici un hasard. Il est venu faire presser son complet. Puis après ça, bien, ça demeurait qu'à chaque année, il m'envoie une carte de Noël. Puis ça me fait bien plaisir. Je dois remercier aussi, avant de terminer, ma mère qui m'a aidé au tout début et tous les amis qui ont offert leur support. Bien que j'ai payé beaucoup d'intérêts, la Caisse populaire m'a fait confiance et m'a supporté et a toujours été quand j'avais besoin. Merci aussi à tous les employés qui ont participé à la réussite de l'entreprise et en particulier Daniel Lessard, qui est à mon emploi depuis plus de 26 ans. Et un autre aussi que j'aimerais mentionner, Colette Lagueux, qui a travaillé ici pendant environ 25 ans. Ça a été des employés modèles. J'ai un merci spécial aussi pour mon épouse qui a œuvré à mes côtés depuis bientôt 44 ans. Elle a dû composer afin de voir aux soins et à l'éducation des enfants, à l'organisation de la maison, tout en collaborant à l'entreprise et en me supportant dans mon bénévolat. Elle a aussi développé un point qui surprend beaucoup les clients. Elle a la facilité de mettre des noms sur le visage. Dès la première fois qu'un client vient chez nous, les clients sont très heureux de porter un nom et non pas un numéro de facture. Ce que j'entrevois pour l'avenir, il ne faut pas oublier que je suis le seul nettoyeur dans la MRC Robert Lich. Il faut absolument que l'entreprise continue pendant de nombreuses années encore, car c'est un service, je dirais, essentiel. C'est mon vœu le plus cher. Je dois vous dire qu'on a acquis, moi et mon épouse Thérèse, une grande confiance de la part des clients ici à Saint-Joseph-de-Beauce. Plusieurs s'informent, disent, ben écoute, je vais vous donner un exemple. Quand c'est que le bureau des licences roule, un tel commerce, est-ce que je dois acheter un tel vêtement? C'est une confiance qui est quand même flatteur. Vous allez rire, mais il y en a qui demandent aussi, est-ce que je dois peinturer ma maison d'une telle couleur? Ça, on part à rire, mais on dit, c'est quand même, ils ont eu confiance à nous pendant toute une vie. On a travaillé avec eux pendant longtemps. C'est les valeurs. Il faut être très optimiste dans la vie. Il n'y a rien de pire que d'essayer de tenir une conversation avec une personne pessimiste. Ayons confiance en nos forces et en nos capacités. Comme M. Jacques Parizeau disait à des journalistes lors d'une entrevue, j'aurais pu m'asseoir et ne pas travailler, mais j'ai choisi de justifier mon existence. J'ai choisi de laisser ma marque dans la société. En terminant, je veux vous laisser sur une phrase que je dis souvent. Quand ça va mal, on débarque et on pousse. Parfois, on a l'impression de pousser souvent, mais on avance et c'est comme ça qu'on réussit. En continuant, j'aimerais, on avait passé mon commerce à la TV communautaire. Le réalisateur était M. Michel Lambert. Il pourrait continuer avec le documentaire qui était venu filmer à la maison, puis au commerce. Ça fait que je vous dis, je laisse l'antenne à M. Michel Lambert. Bonjour, messieurs, dames.
Vous aimez ça, visiter des nouvelles choses? Vous aimez ça vous promener à Saint-Joseph? Alors, on a décidé de vous amener aujourd'hui chez Monsieur et Madame Auguste Bisson, qui opère une entreprise d'entretien de vêtements. Bonjour, Monsieur et Madame Bisson. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Avant de commencer, j'aimerais ça vous poser une petite question. Vous opérez depuis combien de temps ici? Depuis le 6 mars 1961, j'opère une entreprise d'entretien de vêtements ici, à Saint-Joseph-de-Beauce, et je couvre toute la Beauce, évidemment. Alors, est-ce que ça vous tenterait de nous faire visiter ça, à savoir qu'est-ce qui arrive quand on amène un vêtement ici? C'est quoi toutes les étapes par lesquelles il va passer? Ça nous fait plaisir. On vous souhaite la bienvenue et on salue toute la population ce matin. Bon, bien, on y va. Alors, on commence. Alors, Madame Bisson, quelles sont les étapes du nettoyage d'un vêtement? D'abord, Lily, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Il y a énormément de manipulations pour un vêtement. On va commencer. Je vais te donner une démonstration. OK. Quand on reçoit un vêtement d'un client, il faut toujours l'étiqueter parce qu'après toutes les étapes terminées, moi, je ne saurais pas si on n'a pas une façon de se démêler. On ne saura pas à qui remettre le vêtement. Donc, ici, j'ai un seul vêtement. J'ai des étiquettes qui comprennent 2 étiquettes identifiées au même numéro. J'en fixe un après la facture du client et je fixe l'autre après un vêtement. Alors, il n'y a pas de danger de se mêler, Il n'y là. a pas de danger de se mêler. C'est 2 numéros identiques et ça nous permettra de remettre le bon vêtement au bon client à la fin, ce qui est très important. Oh, ça, c'est vraiment On important. place le vêtement ici, on attend. Là, je vais vous montrer, pour le nettoyage, on a besoin de vapeur pour alimenter notre machinerie. Si vous voulez bien, je vais vous montrer notre chaudière à vapeur et après ça, on procédera au nettoyage. Bon, bien là, on est rendu à côté d'une chaudière à vapeur. C'est bien ça, Lily, c'est la chaudière à vapeur qui nous permet d'alimenter notre machinerie parce qu'on a besoin énormément de vapeur pour le séchage et pour les presses. C'est ici, c'est en fonction de 7 heures du matin jusqu'à 7 à 8 heures du soir. C'est une machine indispensable dans un atelier de nettoyage. Ça peut pas exploser, hein? Ça pourrait peut-être exploser, mais comme on l'entretient toujours en très bonne condition, c'est vérifié régulièrement chaque année par les inspecteurs et par les plombiers, il n'y a vraiment pas de danger. Alors, je disais ça, c'est parce que je suis à côté, là. Non, bien dis-toi bien que si tu exploses, je vais exploser moi aussi. On va tout exploser en même temps. Ça va être beau à TV, ça, hein? On a besoin aussi d'un compresseur à air pour faire fonctionner nos machineries. Vous allez voir, à un certain moment, on a un fusil à air pour nous permettre d'assécher des tâches à la suite d'application de produits. On a une certaine machine à nettoyer aussi qui fonctionne avec des valves à l'air. C'est pour ça qu'on utilise un compresseur. Alors là, on est vraiment dans le... On est vraiment dans la chambre à fournaise et c'est aussi l'atelier de réparation. Ça prend beaucoup d'outils pour faire l'entretien de machinerie de nettoyage et des outils assez inusités et dispendieux. Oui, j'imagine, hein? Bon, alors c'est très intéressant. Si vous voulez bien, maintenant, on va passer à l'autre étape, au nettoyage proprement dit. Maintenant, je suis en compagnie de Daniel Lessard. Tout le monde reconnaît Daniel. Salut! Salut. Bon, et puis, souvent, vous voyez Daniel faire la livraison de vos vêtements. Mais Daniel, c'est pas juste une personne qui va vous porter vos vêtements, c'est un spécialiste dans le nettoyage du vêtement. Alors, est-ce que tu accepterais de me montrer les opérations que tu effectues? Oui, oui, on va vous montrer ça. Tantôt, vous avez vu la réception des vêtements. Oui. Quand la réception des vêtements est faite, moi, on classe les vêtements. Premièrement, on vide les poches parce qu'il y a des gens qui sont pressés. Des fois, ils nous emportent ça, puis des fois, on trouve des billes de 100 pièces. Mais c'est ça, je partais pour dire, tu trouves un 50 pièces. Puis, on trouve n'importe quoi. On ne dira pas tout ce qu'on trouve parce que des fois, il y a des choses que... En tout cas. Puis, on vide les poches, puis quand on trouve de quoi, on leur met. On met ça dans une enveloppe, on leur met au client. Puis si c'est des papiers importants ou des clés, on appelle tout de suite le client, parce que des fois, ça peut être des clés qui pensent qu'il a perdu, puis le client est inquiet. Puis on s'organise pour le rejoindre tout de suite. Ah, OK. Ensuite? Quand les poches sont vidées,
Là, on fait le tri des vêtements. C'est pareil comme quand vous faites votre lavage à la maison. Vous lavez le blanc avec le blanc, le foncé avec le foncé, puis les jeans avec les jeans. Vous nettoyez pas tout, lavez pas tout en même temps. J'ai déjà fait, c'est pas bébé terrible. Ouais, ça donne pas une bonne job. Là, on prend les vêtements, puis on les classifie pareil comme à la maison. Le foncé avec le foncé, le pâle avec le pâle, puis le fragile avec le fragile. Tu ne prendras pas des gros jackets d'hiver avec les nettoyer avec des chemisiers en soie ou bien des robes de soirée. Comme une robe de mariée, tu vas les nettoyer tout seul. Tu ne mettras pas ça avec d'autres jackets. Là, premièrement, le matin, quand j'arrive, vous voyez la machine à nettoyer. On a deux systèmes. Ça, c'est le premier, c'est le système, ça, c'est du solvant synthétique qu'on appelle. Il y a des morceaux de linge qu'on fait dans cette machine-là. Puis on a une autre machine aussi. Pouvez-vous la montrer? Cette machine-là, ça, c'est l'ancien système qu'on appelle. Ça, c'est du solvant naturel 3135 DX. Ça, c'est moins moderne que celle-là. Oui, mais c'est aussi efficace. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. On est le seul nettoyeur de la région, même du Québec, qui a les deux systèmes. Parce qu'il y a des morceaux de linge qu'on ne peut pas faire dans ce système-là, on le fait dans ce système-là, et vice-versa. Alors, ça prend beaucoup de machinerie, c'est ça? Oui, c'est... Mais nous autres, on a un droit acquis parce qu'avec les lois environnementales, là, ils n'ont plus le droit d'avoir ces machines-là. Nous autres, on a un droit acquis. Peut-être qu'un jour, dans le futur, on sera obligé de s'en départir, mais pour le moment, on l'a et on est bien content. Puis elle marche bien, puis tout le monde est content. OK. Ça, c'est manuel. C'est un peu comme les autos. Autrefois, les autos, n'importe qui était capable d'arranger ça. Aujourd'hui, c'est toute l'électronique, ça prend des mécaniciens spécialisés. Ah, OK. C'est pour ça, cette machine-là, on est capable à brise. Oui, M. Bisson, on l'arrange nous autres même, pratiquement. Mais celle-là, ça vient de la France. C'est des Français. Aussitôt que ça brise, il ne faut pas que ça brise beaucoup pour ça prend des spécialistes. Ah. C'est ça le désavantage un petit peu. Mais c'est une machine qui est perfectionnée. Puis comme les robes de mariée, ça sort blanc. C'est merveilleux, ça. Bon. Et puis, est-ce que tu as d'autres machines à nous montrer? Oui, on va passer au pré-détachage. OK. Parce que quand on reçoit des vêtements, c'est comme à la maison. Si vous avez des taches, vous allez les traiter, les taches, avant de les laver. Ah oui. Ici aussi, c'est pareil. S'il y a des taches particulières, on appelle ça le pré-détachage. Okay. On va traiter le vêtement avant de le nettoyer. Ouais. Parce que si tu ne traites pas la tache avant de la nettoyer, elle ne partira pas. OK. Bon. Alors, on a prédétaché, là. Comment qu'on fait pour faire ça? On va se prendre un morceau de linge. Bon, tantôt, j'ai reçu ce jacket-là. Ouais. Bon. Premièrement, on va faire comme j'ai dit tantôt. On va vider les poches. Ah, il y a un 50 pièces. Non, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Tous les paletos, les jackets d'hiver, tout ce qui a une fermeture éclair, on les ferme. Et à la maison, si vous avez des petits chemisiers qui ont des boutons fragiles, tout ça, boutonnez-les. Ou bien si vous avez de quoi avec un zipper, une robe avec un zipper, montez la fermeture éclair parce que ça a moins tendance à briser dans ce temps-là. OK. Ensuite. Fait que là, vérifie mon vêtement. Comme vous pouvez le constater, au cou, c'est tout anormal, c'est le gras des cheveux qui fait ça. On va aller le prédétacher. OK, on y va. Bon, maintenant, là, on est au prédétachage, c'est ça? Oui, ça, c'est la table de prédétachage avec tous nos produits. OK. Vous en avez plus que moi, hein? C'est pas des produits que vous retrouvez à l'épicerie, là, ça, c'est seulement les nettoyeurs qui ont ces produits-là. OK. Et ici, j'ai ma fiche de toutes les... S'il y a une tâche que je sais pas quoi prendre, quel produit utiliser, je m'en vais voir, bon, du café, puis j'ai le produit à prendre. Ah, c'est bien. Bien qu'on est accoutumé, on sait, mais des fois, il y a des tâches particulières, là, on a de la misère sur une tâche. On consulte notre tableau, puis... OK. Puis comment tu fais ça, là? Comme ça, il y a de la saleté au cou un peu. Ça, ici, c'est... Dans ce réservoir-là, c'est du spray spotter en anglais qu'on dit, là. C'est un savon, autrement dit, qu'on applique sur le vêtement pour aider à détacher. OK. On va en appliquer un peu sur le collet.
Je vérifie ailleurs. Les jackets, les pièces spécifiques, c'est le collet, puis les manches, les poignets. Ouais. On les poignets, on va en appliquer un peu. Ah, c'est fin. Et les poches. Parce qu'on a tout le temps les mains dans les poches, hein. Ça fait que des fois on a les mains sales. OK. Les poches. Fait que mon jacket est prêt à aller dans la machine. OK. Ici, on a un pantalon. L'hiver, surtout. L'été, on a moins ce problème-là, mais l'hiver, Le calcium. il y a du calcium dans le bas. Ça, c'est plate. Ouais. Du calcium, dans la machine à nettoyer, si on ne le traite pas avant, ça disparaît pas. Ça ressort de la machine, c'est pareil comme c'était. Fait qu'il faut employer de la vapeur. Ça, c'est de la vapeur humide, de la vapeur chaude humide que j'emploie. Je l'envoie. Tu peux le constater? Ah, c'est super, hein? C'est parti. Il est parti, puis il ne reviendra pas après le nettoyage. Là, je suis prêt à envoyer mon vêtement à la machine à nettoyer. On devrait avoir ça chez nous, hein? Ah ben. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Bon. Ici, nous avons une place particulière. Ici, là, le bout de sa pôle-là, c'est tout le linge fragile. Le linge qu'il faut porter une attention spéciale. Fait que quand c'est ici, c'est à cause qu'il faut porter une attention spéciale. Comme ce chemisier, il est blanc avec une rayure noire. Faudrait pas que ça déteigne. Non. Et pour être sûr que ça ne déteigne pas, je vais faire le test avant de le nettoyer. Parce que si je le nettoie de même, je peux avoir des surprises. Il peut sortir avec des barres noires dessus. Mais là, je fais le test. Je prends mon solvant que j'ai dans la machine. Je m'en mets un peu sur mon mouchoir. Et je m'en vais en dessous de la rayure. Puis je frotte. Je vais constater, mon mouchoir est resté blanc. Mon Ouais, coton, il est ça n'a resté pas blanc. déteindu. Si ça aurait détendu, ça aurait venu noir ici. C'est un truc à la maison aussi. Si vous avez un vêtement, des fois vous n'êtes pas sûr, vous mouillez, vous prenez de l'eau, vous mouillez un coton blanc, un morceau de tissu blanc, vous le frottez en arrière. Avec un solvant ou avec... Non, avec de l'eau, si vous le lavez à la maison. Ah oui. Ça serait pareil, ça serait un chemisier que je serais obligé de laver à l'eau. Je mouillerais avec de l'eau mon mouchoir. OK. Et Allez tester pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ah, ben c'est porter une attention particulière aux vêtements. un coup qui est testé, regardez pas ça. Un coup qui est testé, comme vous pouvez le constater, il y a des boutons. Si les boutons sont vraiment fragiles, c'est nous qui on en juge. On les enlève. Et après ça, on les recoud. Seigneur! On aime mieux les recoudre que les briser au nettoyage puis avoir la cliente ne soit pas satisfaite. Ah, ça a bien Ceux-là, du bon moi, sens. d'après moi, ils sont pas trop fragiles. Mais quand même, je prendrais pas de chance. Il est prêt à nettoyer, il n'y a pas d'autres taches. J'ai regardé si ma couleur déteignait. Là, j'enlèverai pas les boutons. Mais Tu vas le mettre dans un sac spécial. Ouais, dans un filet. Ah, ben c'est bien ça. Je l'attache. Fait que dans ce cas, il y a pas mal moins de chances que ça brise, les boutons. Et voilà, le nœud est fait. Comme vous voyez, il y a un autre chemisier ici. Très, très délicat, ça. Puis il est beau, Mais hein? ça, c'est foncé. Je ne mettrais pas ça avec le blanc. Puis les teintures, autrefois, ils étaient fixées beaucoup. Mais aujourd'hui, les teintures, de plus en plus, ils sont moins fixés. Fait que le nettoyage est de plus en plus délicat à faire. Alors là, il faut faire très Le attention. nettoyage en 94 qu'en 80. Plus ça va, parce que les textiles changent, les tissus sont de plus en plus fragiles, puis les teintures sont moins fixées qu'autrefois. Fait que là, je vais... On va aller laver ça. Alors, Madame Bisson, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on est rendu? Oui, ici, c'est un mannequin qui nous permet de commencer le pressage des manteaux, des vestons, des robes. Ça facilite la tâche du presseur. Je vais vous donner une démonstration de notre grosse madame, comme disent les enfants. OK. Il faut
bien placer nos manches. Parce que quand on fait une opération, il faut penser que toujours à la qualité à la sortie. Je ne peux pas me permettre de mettre des manches de travers comme ça. Il faut que je place bien mes manches, que ça tombe bien le long du corps. Et maintenant, faites pas de saut parce que je mets la vapeur. Seigneur, j'aimerais pas ça être dans le manteau. C'est pour ça que les enfants disent que c'est une grosse madame. Maintenant, la vapeur est sortie, ça défait les faux plis. On laisse se refroidir. Après ça, on procédera au pressage sur la presse. Ah, c'est très intéressant, ça. On voit M. Bisson en train de presser un vêtement sur une autre machine. Regardez, là, ici, là, on a un vacuum qui refroidit instantanément les fibres, qui fait que le vêtement ne se refroidit pas après quand je l'ai pressé. Et quand il y a des retouches à faire, là, je les fais ici sur, nous, on appelle ça les puffers, mais sur des choses de finition comme ça ici. Et voici. Ah, c'est bien pour les petites surfaces. C'est exactement. Puis vous allez vous apercevoir que la vapeur a son utilité. Je pense qu'elle est essentielle ici. Mais c'est très important. On peut aller à des endroits que la presse ne peut pas aller, peut pas faire. Par exemple, en dessous des bras, exemple. Je passe ici. On fait ça ici. Ah, c'est super, hein? Voyez-vous? Là, c'est parfaitement bien fait. Les manches, je fais toujours une petite finition dans le bas de la manche pour que la manche arrive très bien. Quand une personne porte une chemise, ben, la manche a une très belle finition, seulement que le bas, ici. Est-ce que j'ai une petite question qui me vient à l'esprit? Est-ce que vous vous êtes déjà brûlé avec ça? C'est arrivé au tout début, mais quand on s'est fait brûler par la vapeur, soyez assurés, on ne le refait pas 2 fois. Sûrement. C'est instinctif. On sait quand c'est que c'est dangereux. Donc, il n'y a aucun problème. Au tout début, oui, mais plus là. Maintenant, là, je vois là, qu'il y a des vêtements extrêmement fancy, difficiles, puis beaux aussi, hein? Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bon, tout d'abord, j'aimerais vous présenter Colette Veilleux, qui est chargée... Bonjour, Colette! Qui est chargée des vêtements, de la finition des vêtements délicats, les retouches. Au pressage, on commence le pressage des vêtements, mais il y a des choses qu'on peut faire difficilement sur une presse. C'est pour ça qu'on a une presse à robe avec un fer spécial, et c'est Colette qui fait la finition qui fait ces petits détails-là. C'est une grande perfectionniste. Elle a vraiment sa place ici. Ah oui, ça prend quelqu'un de très minutieux là, pour faire ça, franchement. On va d'abord parler de notre fer. On va parler d'abord de celle qui actionne le fer, là. Alors, comment ça marche, ça, là? Oh mon Dieu, là, c'est des petites retouches que je fais. Quand la robe a été pressée, souvent, des fois, il y a des plis qui se sont défaits un petit peu. Alors, c'est très long à faire, hein? là, c'est des petites retouches que j'ai faites, là. Ensuite, après, là, je vais faire l'inspection finale de la robe. Et je veux vous parler de notre fer qui est une petite merveille. Ça, oui, ça ressemble beaucoup, au départ, ça ressemble à un fer qu'on a à la maison, mais c'est loin de là. C'est un fer à la vapeur. C'est impossible de brûler les vêtements avec ça, de plaquer les vêtements. Ah, ouais. On peut laisser même ça 5 minutes sur le vêtement, puis il n'y a pas de problème. Eh bien là, vraiment, là, on ne ferait pas ça avec un fer à la maison. C'est une petite merveille. Ensuite, j'ai ma planche. J'ai un... Le vacuum marche pas. J'ai un vacuum, comme la presse. Ça veut dire qu'il y a de la Ouais, vapeur. Je place mon vêtement sur ma planche. J'appuie toujours sur mon vacuum comme la presse, pour empêcher le vêtement de froisser. OK? Ensuite, j'ai le vacuum aussi comme une presse. Ah, j'ai pas ça après ma planche à repasser, moi, là.
Ensuite, ouais, c'est ça. Là, ensuite, on continue on vérifie Oui, je vais vous laisser faire votre vérification. l'inspection. Peut-être que je me trompe. Il faut toujours vérifier si les plis sont bien pressés, tout ça, là. Parce que c'est l'inspection finale, avant de... Cette cliente-là, elle va être très contente parce que moi, là, comme j'ai vu, là, c'est parfait. Alors, c'est ça. Alors, vous êtes spécialiste des vêtements difficiles, là. Vous faites surtout de ça, hein? Oh oui, parce que là, ici, là, j'ai des tissus... Ouais, donnez-moi des exemples de choses difficiles, là. J'aimerais spécifier, Lily, qu'on est spécialisé dans les vêtements difficiles et les vêtements délicats. On a une réputation qui déborde de beaucoup la Beauce. On a plusieurs clients de Québec qui viennent ici porter des vêtements. Saint-Georges, Lac-Mégantic, Lac-Etchemin. Vraiment, on a une bonne réputation et on est fiers parce qu'on a travaillé beaucoup pour l'acquérir. Mais même si on se spécialise dans les vêtements délicats, je devrais mentionner qu'on fait du pas délicat aussi. Ah ben oui, vous faites tout ce que c'est que les gens font nettoyer d'habitude aussi. Exactement. Mais ça implique que si vous avez vraiment là, une réputation comme ça, c'est parce que vous vous êtes recyclé toujours, vous êtes toujours à la fine pointe, là. On a des sessions de formation à chaque année pour les propriétaires d'ateliers. On fait partie de l'association des nettoyeurs. Les nettoyeurs et buandiers du Québec. On fait partie aussi d'une association en France. D'ailleurs, on reçoit les brochures à tous les 2 mois de l'association de France et IFI aux États-Unis, qui est l'institution du nettoyage dans le monde, on pourrait dire. C'est eux qui ont à peu près la meilleure réputation. Puis on reçoit de la documentation, des alertes sur les tissus. On reçoit ça régulièrement à chaque 15 jours. Puis on informe nos employés à toutes les semaines aussi. Ah, c'est à toutes les semaines? Vous avez des nouveautés qui arrivent? Chaque fois qu'il arrive une nouveauté, on met les employés au courant pour qu'ils puissent être en mesure, quand la réceptionniste est au comptoir, pour qu'elle puisse dire, bien ça, il y a un danger à ça, ou Daniel, quand il procède au nettoyage, il faut qu'il soit averti. Hein? Bon. Si je reçois de la documentation qui nous donne une alerte, puis que je la laisse dans mon bureau, c'est ça, hein? C'est pour ça qu'on donne une très bonne qualité. Et puis moi, je me pose une question. Est-ce que ça arrive, par exemple, qu'il arrive un client avec une certaine tâche qui est impossible? Est-ce que vous avez été obligé des fois de dire, bon, ben là, cette tâche-là, on le sait pas et ça marche pas, là? Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Il y a des fois qu'on le sait après le nettoyage. Il y a des fois qu'on prétend d'être capable d'enlever la tâche. Ouais. Puis après avoir essayé maintes et maintes fois, malheureusement, on ne peut pas. Ou des fois, on va se rendre compte qu'on va endommager le tissu. Si on enlève une tache brune puis qu'on laisse une tache blanche, on n'est pas plus avancé. Il y a des fois que c'est pratiquement impossible. Ou si un vêtement nous arrive trop sale, par exemple, un enfant va avoir joué avec son habit d'autoneige toute l'année, tout l'hiver dehors, bien, la saleté a été imprégnée d'un fibre. À ce moment-là, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas faire de miracle. Hein? Ah non, c'est sûr, là. Mais ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps, hein, quand on visite. En tout cas, c'est tellement instructif, hein. Et puis, là, comme ça, bien, est-ce que vous avez d'autres choses à nous faire voir? Oui, on va regarder ça. Si vous voulez bien, on va passer à un autre Alors, endroit. M. Bisson, vous avez donc travaillé comme nettoyeur là, depuis 33 ans, mais ça fait plus que 33 ans que vous êtes dans ce métier-là. Hein? Vous avez travaillé ailleurs. Exactement. C'est 33 ans cette année que j'ai ouvert ma propre entreprise d'entretien de vêtements. Mais par contre, j'ai travaillé 10 ans pour les autres. Il y a mes oncles qui étaient propriétaires du nettoyeur lévisien à Lévis. Un monsieur Drouin qui venait, le frère de ma mère, qui venait d'ici, de Saint-Joseph-de-Beauce. Il y avait une entreprise de buanderie de nettoyage à sec à Lévis. Alors, donc, j'ai travaillé pour lui 50 ans. C'est là que j'ai commencé à m'initier au travail d'entretien des vêtements puis de la buanderie. Ah, c'est clair que dans ce temps-là, un nettoyeur, on était à environ à peu près 50 employés dans cette entreprise-là. Après, j'ai vu que ça me plaisait. Pour parfaire mes connaissances dans le nettoyage, j'ai été dans différentes entreprises de nettoyage un petit peu partout au Québec. Et j'ai fait un stage aussi à Toronto. Pour voir. Parce que moi, dans mon idée à moi, là, même si j'étais vraiment jeune, j'ai dit que j'aurais une entreprise d'entretien de vêtements. Et puis,
j'étais tellement à Beauceron, j'ai dit que je vais revenir chez nous. Je vais revenir chez nous pour partir une entreprise de nettoyage. C'était tout petit quand j'ai commencé. Et puis, ben, j'ai eu à servir des grandes personnalités. Oui. Des personnalités vraiment qui étaient... des personnalités Marquantes, là. marquantes, ouais, justement, qui avaient une réputation nationale. Oui, comme qui? Par exemple, Réal Cahouette, par exemple. Un gars comme Marc Caillé aussi. Il sortait justement d'un camp de concentration au Vietnam. Puis le gouvernement américain l'avait décoré. Ça m'a vraiment frappé, je l'ai reconnu. Ah ben là, j'ai été frappé quand j'ai vu ce personnage-là. Et je me rappellerai toujours aussi d'un vendredi après-midi. Il pleuvait. Dans les années 70, je dirais. Je venais de lire Paris Match. Il avait parlé de Marcel Ferron, la sœur de Madeleine Ferron. De Madeleine Ferron, ouais, exactement. J'ai dit, ah ben, ça m'a frappé quand je l'ai vu. J'ai dit, vous ne seriez pas, vous, la sœur de Madeleine Ferron? Il m'a dit, qui vous a dit ça? J'ai dit, je viens de lire Paris Match. On sait qu'elle était écrivain, puis elle faisait la peinture aussi en Europe, elle demeurait à Paris. Alors, ça m'avait vraiment frappé. Des personnages de même qui m'ont frappé. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion, justement, d'avoir la visite du juge en chef de la province de Québec, M. Claude Bisson. Alors, sa femme est arrêtée ici, elle a vu Bisson en avant, ça l'a frappé. Alors donc, hey, j'ai dit, j'aimerais bien ça voir votre mari. Alors donc, M. le juge est entré, puis on a eu l'occasion de discuter. J'ai toujours un livre depuis le début. Vous faites signer les gens là-dedans, hein? Si je me souviens. Exactement, les personnalités des fois qui passent. Ben oui, ah, mais j'en ai eu de toutes sortes aussi. Je me rappellerai toujours de M. André Lamotte. C'était un grand contrebandier. Ah oui? Ben oui, Seigneur. il était venu faire nettoyer son complet, assisté de 2 gardes le 30 septembre 1966. Vous allez peut-être bien finir par nettoyer le côte de lasagne, hein, un jour? Peut-être. Ah, il y a toutes sortes de personnalités qui ont passé, puis je les garde en souvenir. Un jour, quand je serai à ma retraite, je regarderai tout ça ici. Mais je vois que vous êtes un collectionneur. Je vois que vous gardez tout ce qui a rapport avec votre métier. Une chose qui serait bon à mentionner aussi, c'est qu'au tout début, ça portait pas le nom de l'entreprise, portait pas le nom de Nettoyeur Bisson. Ça portait le nom de Bisson Valet Service. Et puis, vu que j'étais nationaliste, je détestais pas, exemple, le nom de Bisson Valet Service. Mais on sait que Bisson Valet Service, c'est une formule anglaise. Ouais. Alors, quand on a parlé beaucoup de nationalisme, j'étais éveillé à ça. Avec grande peine, j'ai changé mon nom pour Nettoyeur Bisson. Mais souvent, je m'en allais sur la rue, puis encore aujourd'hui, le monde m'appelle El Valet. El Valet. Salut le Valet. Ça me taquinait, puis ça me faisait bien rire, ça. Ben oui, c'est drôle. Puis, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai francisé mon nom pour donner vraiment. Oui, exactement. Et comme AB aussi, on parle de AB. J'ai fait une collection justement de fer à repasser. Je peux vous en montrer quelques-uns. Ah oui, ça va nous faire plaisir. L'histoire m'a toujours fasciné. Yeah. Je me rappelle quand j'étais tout petit, j'allais chez mon grand-père Bisson, puis je voyais des fers à repasser qui étaient sur le poêle à bois. Eh oui. Puis des après-midi, ma grand-mère repassait. Alors, j'étais tout jeune, 5-6 ans. Vous en avez là, vraiment là, qui date de quelle année le plus Ben vieux, là? Eh bien, c'est définitivement que c'est celui-là ici, 13 montre leur don, ouais. C'est un fer comme ça qui date du début, je dirais, de 1875. C'est bien parce qu'il y a une poignée là, qui permet de changer, parce que ça prenait 2 fers, ça refroidissait ça pendant qu'on repassait. Il y en avait des plus petits aussi, des fers pour les dentelles. Parce qu'on sait que les personnes, autrefois, portaient les dames, il y avait beaucoup de dentelles. Ah, donc, ils portaient ça. Vous voyez? Ah, mais ça, je me souviens, ça, j'en ai déjà vu un comme ça. Les premiers fers électriques, vous voyez, hein? Que c'est le fun! Puis regardez celui-là, là. Lui, là, vraiment, là, c'était les premiers, ça, hein? Oui.
c'est super beau. Puis il n'y a pas juste ça, hein? Il y a des supports qui datent du début de la colonie. Ben oui. Ça, c'est le plus vieux, hein? J'ai des cintres, pas exactement, qui datent les habitants du temps. Se faisaient justement au couteau sur du bois, puis ils prenaient une broche, puis ils faisaient un cintre pour accrocher leurs vêtements. Ah oui, puis il est très beau, puis il serait très utilitaire. Il est large. Ben oui. Il est super beau. C'est ça. Définitivement que les garde-robes n'étaient pas garnis comme aujourd'hui. Il y avait moins. Quand une personne avait un complet, puis la dame 2 robes, c'était le gros maximum. Hein? Ah, donc, ils ont pensé que peut-être que c'était préférable de faire des supports comme ça. Plus gros. Et ça, c'était... Et ensuite, ça l'a changé. Il y a eu toutes sortes d'autres en fer forgé. En fer forgé. Probablement que c'était un forgeron, ça. Il a dû dire, moi, je me fais... On va en faire des supports comme ça. Ah, est-ce que c'est intéressant? Oh, oui, on voit l'évolution. Tous les modèles. L'évolution. Puis, il y a quelque chose aussi que je trouve... Ici aussi, comme ça ici. Il est bizarre, celui-là. C'est une entreprise de Québec qui date aujourd'hui, qui n'existe plus. P.A. Alain, c'est un manufacturier de fourrure. J'aimerais que vous me montriez aussi dans quel papier était enveloppé anciennement à la buanderie de Lévis. Quand j'ai commencé, dans l'entreprise du nettoyage, l'été, quand on avait du beau temps, là, définitivement que les vêtements n'étaient pas enveloppés. Comme en Europe à l'heure actuelle, vous savez. En Europe, il n'y a aucun vêtement qui est enveloppé, sauf que quand il pleut, c'est sur du papier. Et le mauvais temps, quand il faisait mauvais ou il pleuvait, ou la température ne se prêtait pas à faire de la livraison de vêtements, on les enveloppait dans du papier comme ça. Et souvent, il y en a qui mettaient leur marque de commerce, la buanderie Lévis. Ça, c'est une pièce de collection, ça. Je trouve ça super. J'ai eu l'occasion de travailler là aussi. Ouais. Et puis, on enveloppait des vêtements. D'autres, ils ne mettaient pas leurs annonces dessus. Et puis, il y a une belle chemise ici, là. Et les chemises aussi. Les chemises étaient faites dans du... étaient faites aussi, la buanderie était enveloppée, puis on avait leur marque de commerce. Ça, c'est une chemise qui a été faite en 1952, 53. Elle est bizarre, hein? Elle l'ai toujours gardée en souvenir. Mais c'est un tuxedo. C'est une chemise de tuxedo. Puis, on mettait toujours un sac de papier. En même temps, le papier avait comme... avait aussi comme but, exactement, de ne pas faire jaunir le vêtement. Mais ça a bien marché parce qu'elle n'est pas jaunie, elle est belle. Exactement. C'est très, très intéressant, franchement, là. Je reviens justement sur l'emballage des vêtements, là. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on employait du papier quand il pleuvait ou ces choses-là. Quand j'ai débuté comme travailleur dans l'entreprise d'entretien de vêtements. Mais aujourd'hui, là, d'ici 3-4 ans, on n'aura plus à se servir du papier en plastique parce que du polythène. On va venir, là. Du polythène parce que l'environnement, justement, la protection de l'environnement. Le plastique prend beaucoup plus de temps le polythène prend beaucoup plus de temps à se détériorer qu'un sac en papier. Ben oui. Et un jour aussi, rapproché, quand la température le permettra, on livrera sans enveloppe. Il faut y penser à ça si on veut protéger la planète, hein? Exactement. Vous êtes à la fine pointe, hein? L'association, aujourd'hui, nous sensibilise, puis le ministère de l'Environnement nous sensibilise, puis je trouve que c'est bien. Ben oui. Puis les jeunes, à l'heure actuelle, vont être beaucoup plus sensibilisés à l'environnement parce que ça commence à l'école. Nous, on n'a pas eu à subir, justement, cette influence-là, de la protection de l'environnement. Si je prends l'exemple, par exemple, de Louis qui est allé en Allemagne, il dit qu'en Allemagne, l'aspect environnemental était très respecté. Oui. Et que les nettoyeurs, justement, quand il faisait beau, il n'y avait pas d'enveloppage de tissu.
Et puis, j'ai cru comprendre tout à l'heure aussi dans une conversation qu'on a eue, c'est que vous avez des méthodes de travail qui sont pas dommageables non plus aussi. Exactement. On s'est doté justement d'équipements justement qui protègent énormément l'environnement par des machines à circuit fermé. Ah, OK. On a fait faire justement un test dans un laboratoire américain. Puis on sait que dans les laboratoires américains, ils permettent 25 millions de ppm, justement. Puis nous, à l'heure actuelle, on a eu le résultat, puis on a 4,3. Ah, donc, C'est de beaucoup inférieur à ce qui est toléré. c'est épouvantable. Alors, les vêtements sont en sécurité, puis les gens sont en sécurité Ben aussi. oui, je tiens à continuer longtemps. Bien, s'il veut continuer longtemps, il faut vraiment que justement que je travaille dans un environnement qui est très acceptable. Et c'est ça qu'on vous souhaite, nous autres aussi, de continuer très longtemps. Et puis, on tient à... Alors, on a vraiment beaucoup aimé notre visite et puis on a été instruits sur la façon dont nos vêtements sont traités, sont bien traités, mais aussi c'était très fascinant. Et puis, on a même vu des pièces de collection. Alors, on va se dire un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez un petit mot à dire en terminant? Sûrement. Moi, je voudrais dire qu'on a toujours été près, mon mari et moi, on a toujours été près de la population, puis on désire continuer. Et dans ce but-là, on aimerait organiser un petit cours d'entretien des vêtements, un cours qu'on donnerait ici afin que les personnes soient capables d'entretenir leurs vêtements, qui sont de plus en plus difficiles, les entretenir facilement à la maison. Donc, si des personnes sont intéressées, vous avez juste à communiquer avec nous. Ce sera tout à fait gratuit. Ce sera une gracieuseté du nettoyeur Bisson. Et ça nous fera plaisir de renseigner nos clients. Et je vous dis bonjour. Oh, merci beaucoup, Mme Bisson. En terminant, moi aussi, j'aimerais remercier principalement mon épouse, justement, qui m'a toujours secondé. On sait qu'il y a un atelier d'entretien, mais il y a les livres aussi à tenir. Puis les livres, ben, c'est pas facile. Parce que aujourd'hui, avec les normes qu'il y a à suivre, puis différentes choses, ben, il faut vraiment avoir quelqu'un, un suivi justement, pour savoir si à la fin de l'année, ben, on a réalisé vraiment des profits ou pas. Puis un merci aussi à toute l'équipe, parce que l'équipe a travaillé justement avec attention. Chaque vêtement a été traité là, vraiment là, particulièrement, puis avec soin. Alors donc, un merci à l'équipe. Merci à mon épouse, puis j'espère de continuer, si le bon Dieu me donne une bonne santé, continuer à servir le public parce que j'adore le public aussi. Ah, ça paraît. Ah, oui. Et merci. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette visite. Alors, on se dit à la prochaine. Merci.